Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va du tonnerre, hein. Comme vous pouvez voir j'ai remis ma magnifique armure de samouraï, puisque nous allons aller à Alao dans le sud du Japon. Là-bas un forgeron de katana a accepté de nous ouvrir les portes de sa forge. Il s'appelle Matsunaga-san. Et du coup ensemble nous allons voir comment forger un katana. Allez, sans transition, sans intro, on commence direct. Pour forger un katana, il nous faut tout d'abord du métal, évidemment. Et pour ça, nous allons pas utiliser n'importe quel métal, nous allons utiliser du tama-agane. Pour en obtenir, il faut aller chercher du sable riche en fer. Après, on va séparer le fer du sable. À l'époque, on utilisait des canaux avec un fort courant où l'eau était brassée. Les particules de fer qui étaient lourdes se déposaient au fond, tandis que les autres particules plus légères étaient emportées par le courant. Mais aujourd'hui, on le fait avec un aimant, c'est beaucoup plus rapide, efficace et écolo. Et ensuite, on prend notre fer et on le fait fondre dans un fourneau, tout en y ajoutant du carbone, grâce à un procédé qui s'appelle tatala. Et voilà, on a du tama-agane. Le tatala, c'est un processus qui mériterait une vidéo à lui seul, hein, c'est très complexe. Mais bon, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. C'est pour ça, je me suis permis de vous faire un résumé très rapide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du bon et du mauvais tama-agane. Un tama-agane de mauvaise qualité va être gros et noir. Un bon tama-agane va être plus fin et gris argenté. Il sera même un peu brillant. Et on veut vraiment qu'il soit brillant parce que c'est la preuve qu'il y a du carbone. Le carbone, vous allez voir, on va beaucoup en parler dans cette vidéo. Pour finir, sur le tama-agane, il nous en faut à peu près 9 kg pour forger notre katana qui pèsera au final entre 800 et 1000 grammes. En d'autres mots, notre katana ne pèsera pratiquement qu'un dixième du poids de notre tama-agane d'origine. Bon, maintenant qu'on a notre métal, on peut allumer notre fourneau et commencer par la première étape. Une fois que la chaleur de notre fourneau atteint à peu près 800 degrés, on va y mettre un morceau de tama-agane qu'on va ensuite aplatir avec cette machine. Matsunaga-san forge des katanas comme on le faisait il y a 1000 ans. Ça veut dire que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est la façon traditionnelle de forger. La seule exception, c'est cette machine. Du coup, ça veut dire qu'à l'époque des samouraïs, à la place de cette machine, ils devaient utiliser des gros marteaux, hein, et ça devait vraiment être super fatigant. Donc, on aplatit le tama-agane. Et ensuite, on va le remettre dans le feu et l'aplatir encore. On va faire ça autant de fois que nécessaire, il n'y a pas de nombre défini. Ce qu'on veut obtenir, c'est un morceau très plat. Il faut qu'il soit plat parce qu'on va empiler plusieurs morceaux comme ça les uns sur les autres. On va faire une sorte de petite pyramide. Ensuite, on va recouvrir cette petite pyramide de washi, un papier japonais qu'on utilise souvent dans les arts ou l'artisanat. Et sur ce papier washi, on va verser de la boue. Et par-dessus cette boue, on va mettre de la cendre de paille de riz. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien parce que la chaleur va faire fuir notre carbone. Lorsqu'on va chauffer le métal, le carbone va tout faire pour partir. Et nous, on veut vraiment pas que ça arrive. On a besoin de lui. Car plus un acier contient du carbone, et plus il sera dur, mais également plus cassant. C'est très important de trouver le bon équilibre. Donc quand on forge un katana, une épée ou une arme en général, le pourcentage de carbone est essentiel. Ça fait la différence entre une arme réussie, une arme qui pète un max de gueule, et une arme qui va se casser en 2 secondes. Donc on va verser de la boue sur notre pile de tama-agane pour que les petits morceaux fusionnent entre eux. On veut que ça forme un tout en fait, hein. On veut que ça forme un seul bloc. Et on va aussi mettre de la cendre de paille de riz pour que la boue tienne. Parce que si on met pas de cendre, eh bien la boue va juste couler. Grâce à la boue et grâce à la cendre de paille de riz, notre carbone va se retrouver coincé en fait. Il ne pourra pas s'enfuir de notre métal lorsqu'on va le chauffer. Et c'est ça qu'on veut. On va faire une cage à carbone pour que lorsqu'on chauffe, le carbone reste dans notre métal. Maintenant qu'on a fait tout ça, on passe à la deuxième étape. On alimente bien les flammes en oxygène et en charbon. C'est une grande partie du boulot de forgeron, hein. Toujours bien s'occuper du feu, le pouponner. Et du coup là on va élever la chaleur du fourneau jusqu'à 1400 degrés. Ce procédé va prendre à peu près 30 minutes. Un forgeron sait quand la pile est prête. Il sait quand il faut arrêter. Une fois que le moment est venu, on enchaîne direct avec l'étape 3. Alors, maintenant notre pyramide de petits morceaux de tama-agane forme un tout. Les morceaux ont fusionné ensemble en un seul bloc. Mais il va falloir changer la forme de ce petit bloc. Et pour ça, on garde notre fourneau à 1400 degrés. Et une fois notre métal bien chaud, on le sort et on le martèle. Ensuite, on remet de la cendre, de la boue
et on réchauffe. On va faire ça plusieurs fois. Et une fois que notre bloc est assez plat, on va le couper au milieu. Assez profondément pour pouvoir ensuite le plier. On veut que la première moitié se superpose à la deuxième. Après, on martèle, on recouvre encore avec la cendre de paille de riz et la boue, on le remet dans le feu et on va recommencer. On va refaire ça 12 fois. Alors, pourquoi 12 fois? Eh bien, à cause du carbone! Oui et oui, je sais! Encore du carbone! J'aurais pu appeler cette vidéo, je vais beaucoup trop vous parler de carbone pendant 20 minutes. J'ai décidé de l'appeler comment forger un katana, parce que je me suis dit bon, si je l'appelle comme ça, il y aura peut-être plus de chances que quelqu'un clique dessus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je pensais qu'on allait juste aller au Japon et qu'on allait taper sur une enclume comme un bourrin parce que c'est méga stylé. Mais en fait non, quand on forge une arme, eh bien le niveau de carbone est super important. En fait, c'est de la chimie hein, la forge. Hein. Et du coup, bah moi qu'est-ce que je fais? Eh bien je vous parle de carbone, voilà, c'est pas ma faute. Bref, tout ça pour dire que le nombre de fois que vous allez plier votre métal dépend de votre niveau de carbone. Comme je vous l'ai dit, le pourcentage de carbone est super important et c'est l'une des choses qu'on va changer lorsqu'on plie notre métal. En fait, le tamagane à la base, sans aucun pliage, va contenir entre 1,4 et 1,5% de carbone. Si vous le pliez 10 ou 12 fois, ça va baisser jusqu'à 0,7 ou 0,6. Et ça, c'est l'idéal pour les armes à impact comme les épées. C'est vraiment le pourcentage qu'on veut parce que ça va faire que votre lame va être dure et solide, mais pas non plus trop rigide et du coup cassante. À chaque pliage, vous allez perdre du carbone. Avec du tamagane classique, vous plierez votre métal 12 fois, mais si jamais il est riche en carbone et qu'il a donc un pourcentage à l'origine supérieur à 1,5, eh bien il vous faudra le plier davantage. Alors, à ce stade de la forge, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Il y a un mythe qui entoure le katana, un gros mythe, et ce mythe, c'est que le katana, c'est l'arme ultime. C'est super solide, encore plus solide qu'une épée de chevalier ou qu'une hache de viking. Et en plus, on dit aussi que le katana peut tout trancher, que c'est limite un sabre laser. Alors j'exagère un petit peu, mais je vous jure que dans certains documentaires, c'est presque ça. C'est complètement abusé. Alors oui, c'est vrai, le katana c'est extrêmement tranchant, c'est l'une des armes les plus tranchantes du monde, hein, mais ça ne coupe pas non plus tout comme du beurre, hein, faut pas déconner. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'il y a plein de gens qui vont associer le mythe au pliage. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont courants qu'on va plier le métal, hein, comme je viens de vous le montrer, et ces gens-là sont persuadés que parce qu'on va plier le métal, eh bien ça va le rendre plus coupant et plus résistant. Et oui, ça c'est totalement faux. Je l'ai entendu en France et je l'ai entendu aussi au Japon, hein. J'ai des amis japonais qui m'ont dit ça et je l'avais entendu dans un reportage au lycée et du coup j'étais persuadé que c'était vrai. Mais non, c'est totalement faux. En fait, si on va plier notre métal, c'est pour faire trois choses. La première, c'est que ça va baisser son pourcentage de carbone, hein. Comme je vous l'ai dit, nous ce qu'on veut c'est 0,6%, hein. À peu près. La deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va purifier notre métal. Et oui, comme ça, on va enlever les impuretés. Hein. Donc c'est très important, ça aussi. Et la troisième chose que ça va faire, c'est que ça va homogénéiser notre métal. Et ça, pareil, c'est super important parce que si la grande majorité de votre carbone se trouve à la pointe de votre lame, eh bien, votre arme ne va pas durer bien longtemps, hein, parce qu'elle aura des points faibles. Et ça, en combat, bah, ça peut être fatal. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on va plier notre métal. Hein. Comme ça va mettre tout le carbone, enfin ça va le répartir hein, partout pareil dans la lame. Et voilà, et comme ça il n'y a pas de point faible. Donc au final, si on plie notre métal, ce n'est pas pour en faire que notre katana soit super résistant et super coupant. Au final, c'est parce que le tamagane, bah, c'est pas un métal incroyable à la base. Mais même si le tamagane n'est pas terrible au début, eh bien dans les mains d'un maître forgeron comme Matsunaga-san, eh bien on va en faire un katana, qui est à la fois une œuvre d'art, hein, c'est très joli, et c'est aussi une arme redoutable. Hein. Le katana n'est pas l'arme ultime, mais c'est une arme exceptionnelle. C'est un sabre qui fait très bien ce pourquoi il a été inventé. Bon, revenons à notre forge. Maintenant, passons à la prochaine étape. Le Sunobe. Là, notre feu n'est plus à 1400 mais à 800 degrés, à peu près. Hein. On a baissé la chaleur.
on va retaper sur notre métal avec notre machine et on va donner au métal la forme de notre lame. Et une fois qu'on a la forme, on va ajuster et on va travailler le métal pour lui donner les bonnes dimensions. On va commencer de la pointe et puis on va faire de même au milieu et puis vers le bas de notre future lame. À chaque fois, il faut marteler notre métal, le remettre dans le feu, alimenter les flammes, attendre un peu, le ressortir et le remarteler. Ce procédé met à peu près une journée. Et après, avec un marteau plus petit, on va fignoler tout ça et former la pointe de notre lame. Donc là, après le sunobé, on est passé d'une sorte de lingot à un début d'arme. On a la bonne longueur et la bonne largeur, mais par contre, on n'a pas encore formé notre tranchant. Pour le faire, on va encore utiliser un petit marteau et créer le shinogi et le ha, qui sont des parties de la lame. Il y a beaucoup de vocabulaire pour un katana, chaque partie a un nom. Je pensais pas qu'il y avait autant de termes pour une seule arme. Je vous passe les détails. Là, ce qui nous intéresse, c'est le shinogi et le ha. Et en les créant, on va vraiment assister à la naissance de notre katana. Là, on voit vraiment la forme que l'on connaît, la lame un peu arrondie. Et ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que pour faire ça, Matsunaga-san ne va jamais utiliser de règles. Il va tout faire à l'œil. Avec seulement un marteau, il va changer notre début d'arme, qui ressemblait un peu à une épée de chevalier, à un katana. Là, on est vraiment sur le travail qu'on imagine quand on pense à la forge. On imagine quelqu'un taper sur une enclume avec un marteau. Mais vous allez voir que la prochaine étape est très surprenante. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé quand on pense à la forge. Nous allons recouvrir notre lame d'un mélange d'argile, de poudre de charbon de bois et d'ingrédients seulement connus par les forgerons. Chaque forgeron peut avoir ses ingrédients secrets. Et puis on va faire des petites coupures partout. Ensuite, on va mettre plus d'argile sur les flancs et le dos de la lame afin de les isoler mieux thermiquement. Du coup, lorsqu'on va chauffer la lame, puis qu'on va la plonger dans l'eau, seul le tranchant sera refroidi suffisamment rapidement pour former un acier dur. Ce qui fait que le tranchant de notre katana sera très dur, mais le reste de notre lame gardera une certaine souplesse et cela permettra à notre sabre de résister au choc. Cette étape, en plus d'être importante d'un point de vue chimique, l'est d'un point de vue esthétique, puisqu'elle va former ce qu'on appelle le hamon, la ligne de trempe. Vous avez forcément remarqué le hamon, que ce soit dans les films ou les animés. C'est les petites vagues sur la lame. C'est super stylé et c'est vraiment emblématique du katana. Alors, comment on obtient le hamon? Vu qu'on chauffe beaucoup notre lame et qu'on la refroidit brusquement, il va y avoir un choc thermique. Et c'est ce choc qui va dessiner ces sortes de petites vagues argentées. Alors, il y a deux choses à savoir sur le hamon. La première, c'est que c'est comme une signature puisque chaque forgeron va avoir un hamon différent. Et la deuxième chose, c'est que si vous achetez un katana pas cher sur internet, imaginons 100 ou 200 euros par exemple, eh bien votre hamon risque d'être faux. Et oui, parce qu'en fait les gars qui font des katanas pas chers, eh bien généralement ils essayent de reproduire l'aspect du hamon, parce qu'ils peuvent pas le faire, ils peuvent pas faire le choc thermique, c'est très compliqué à faire un hamon. Et donc du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de l'acide au bord de la lame, ou alors ils donnent un coup de meule. Ils la polissent, ils essayent vraiment de refaire une sorte de hamon artificiel. Et ça, évidemment, ça va faire que votre katana va être tout pourri. Et oui, parce que le hamon c'est joli, mais c'est aussi ça qui va faire que votre lame va être extrêmement tranchante. Donc ouais, n'espérez pas avoir un bon katana pour pas cher. Parce que par exemple, les katanas de Matsunaga-san, eh bien ils valent 500 000 yens. Ce qui fait à peu près 3500 euros, 3600, 3700, c'est entre 3500 et 4000 euros, selon la monnaie. Vous savez, ça change tout le temps, le yen et l'euro. Mais ouais, ça fait presque 4000 balles. Donc ça peut paraître cher, je sais, ça fait très cher, mais en fait c'est parce que il faut beaucoup de temps pour faire un katana. Ça met entre 3 semaines et 1 mois, et en plus du temps, eh bien ça demande beaucoup de savoir-faire. Car la moindre petite erreur sur une seule étape peut détruire tous vos efforts. Une seule erreur et vous devez tout recommencer depuis le début. Donc il faut vraiment être un expert, ça demande une connaissance approfondie de la forge et également une précision hors du commun. C'est pour ça qu'un vrai katana, c'est assez cher. Revenons à notre forge. Nous avons fini de forger notre lame. Du coup, on va la nettoyer et vérifier qu'elle n'ait aucun défaut. Après, on a presque fini. Il ne reste plus qu'à la polir et à l'affûter. Si je vous dis un forgeron qui affûte une lame, vous pensez à quoi? Eh bien, vous pensez sûrement à une meule, comme dans Skyrim par exemple. Moi, c'est vraiment l'image que j'avais de la forge parce que j'ai grandi avec les jeux vidéo. Alors,
oui et non, en fait, on va utiliser une meule, par exemple pour une hache ou une épée de rocaille, mais on ne va surtout pas l'utiliser pour un katana. Et non, on va surtout pas le faire, parce que si on utilise une meule comme un bourrin sur notre lame de katana, eh bien on va l'abîmer. Du coup, à la place, on va utiliser des pierres abrasifs. Ça a l'air super complexe, j'ai checké sur Wikipédia, il y a 6 pierres à utiliser avec plusieurs techniques différentes. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez abîmer la lame. C'est tellement complexe d'utiliser les pierres abrasives que c'est carrément un métier à part entière. Et oui, ça s'appelle Tokishi. Ça désigne en japonais l'artisan polisseur de lames de sabre. Et oui, moi j'étais persuadé que c'était le forgeron qui faisait tout du début à la fin. Eh bien non, c'est pas le cas du tout. Il faut bien plus d'une personne pour faire un katana. Il y a un polisseur, comme on l'a vu. Il y a aussi un artisan qui va faire le fourreau. Ça s'appelle le saya. C'est le nom des fourreaux pour les dagues et les sabres japonais. Il ne faut pas oublier le manche évidemment, qui peut être une véritable œuvre d'art. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit animal en décoration. C'est super joli. Et bien sûr, avant tout ça, il faut un forgeron, nous du coup. Et nous, notre boulot, c'est de produire une belle lame. Ce qui est un travail très complexe et très long. Bref, maintenant vous savez passer d'un morceau de tamagane à un katana. Vu que ça met 3 semaines à faire et qu'il faut des années d'entraînement pour y parvenir, il est du coup impossible de tout expliquer en détail dans une vidéo. Forger un katana, c'est un métier, c'est même plus, c'est un art. Mais bon, je vous ai montré le maximum et je vous ai expliqué les choses les plus importantes. J'ai vraiment essayé d'être le plus concis possible en fait. Donc j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo touche à sa fin et pour vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous donne 42 points de compétence. Oui, vous l'avez bien entendu, 42 points de compétence que vous pouvez mettre en forge. Vous l'avez bien mérité. Et comme ça, maintenant, quand vous croiserez un forgeron, vous pourrez parler un peu de carbone avec lui. Avant de terminer cette vidéo, je tenais absolument à remercier Mathieu Nagasan qui m'a accueilli dans sa forge pendant 3 jours. Vu que je pouvais pas passer 3 semaines avec lui, vous savez, ça met 3 semaines ou un mois pour forger un katana, je pouvais pas passer autant de temps avec lui, du coup il a réussi à tout résumer en 3 jours et il m'a tout montré, il m'a tout expliqué et je mangeais même le midi avec lui dans sa maison. Donc c'est vraiment quelqu'un de très gentil et ça a été une de mes plus belles expériences dans la vie. Si on m'avait dit un jour que je vivrais ça, j'aurais jamais cru. Donc voilà, merci du fond du cœur Mathieu Nagasan. Mathieu Nagasan, arigatou gozaimashita. Mecha omoshirokata, mecha tonishikata, Anthony omoshirokata, arigatou gozaimashita. Et merci du coup à vous aussi pour avoir regardé cette vidéo. À la base, je fais des vidéos pour ça, c'est pour partager mes voyages. Donc j'espère que ça vous a plu, toutes ces explications. Et voilà, j'essaie de faire ça le plus... En fait, j'essaie de faire la vidéo la plus courte et la plus dynamique possible avec des petits montages et tout, des petits montages sympas. Donc voilà, bref, je parle beaucoup trop. Merci beaucoup, merci à Mathieu Nagasan, merci aussi à mon pote Valentin qui m'a mis en contact avec lui et merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Merci. Bref, cette vidéo dure trop longtemps déjà. Du coup, je vous dis à très bientôt. Alors, je vais finir sur une petite pause de samouraï quand même, comme ça. Ça fait un peu pour Rangers, mais bon. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, à plus. Ouah, Kinamo.